Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Oui, bonjour DMG, bonjour la communauté. Je reviens encore avec une autre histoire que moi-même j'ai vécue. Donc, c'est l'histoire d'un tonton. Le tonton s'est marié premièrement et la première fois quand il est venu, elle ne faisait qu'accoucher des garçons. C'est dans accoucher garçon maintenant, elle aussi, elle voulait une fille. Elle a accouché jusqu'à elle a accouché 8 garçons. Et la dernière, 9e enfant qui était une fille. Donc, le tonton encore est parti se remarier. La seconde femme, quand elle est venue, elle a accouché 3 filles. Donc, comme elle a accouché 3 filles, elle a commencé elle a accouché à être jalouse. Elle a commencé à être jalouse de la première. Donc, c'est dans jalousie maintenant qu'elle a commencé à tuer les enfants de la première. Ah, on dit que quand les sorcières se voient, elles aussi, elles se connaissent. Donc, il y a la femme d'un voisin aussi, elle voit. Comme elle voit, la petite femme est partie chez la femme de notre voisin se plaindre qu'elle est venue, elle n'a accouché que des filles. Donc, sa rivale a des garçons. Elle se croit la patronne de la maison. Donc, elle veut nuire à la femme. Donc, la femme aussi de notre voisin disait que, elle aussi, avec la femme là, elle ne s'entendait pas. Donc, c'est dans ça aussi, elle va l'aider à nuire à la femme. Donc, elles se sont entendues. Donc, le tonton aussi était un croyant, quelqu'un qui croit vraiment à la religion. Donc, il était musulman. Donc, comme il est musulman, lui, il ne voit pas le mal. Quelque chose qui arrive seulement, il se dit que c'est Dieu qui a permis. Donc, c'est dans ça maintenant, sa petite femme, avec la complicité aussi du femme de notre voisin, elles ont commencé à sacrifier les enfants de la première. Chaque tabaski qui arrive, elles choisissent l'un de ses enfants et elles vont sacrifier. Donc, elles transformaient l'enfant en quoi, bélier du tabaski et elles tuent l'enfant. Donc, premièrement, elles ont tué l'enfant. Comme elles ont tué l'enfant, c'est 2 mois. Elles ont tué l'enfant le jour de la tabaski. Mais les sorciers aussi ont cette manière-là, quand ils sacrifient quelqu'un, la personne ne meurt pas immédiatement. Donc, elles disent qu'elles ont sacrifié, qu'elles ont tué l'enfant le jour de la tabaski, mais c'est après 2 mois que l'enfant s'est levé qu'il a mal au ventre. C'est dans mal au ventre là que l'enfant est décédé. Donc, le papa aussi, comme lui, il s'est donné vraiment à la religion, il ne sait même pas, il n'a même pas soupçonné qu'il y a quelque chose. Il s'est dit que c'est Dieu qui a voulu. Donc, ça s'est passé. Deuxièmement encore, 3 ans après, elles ont sacrifié encore le second enfant de la femme. Le papa ne voyait toujours pas le mal. La femme aussi, elle se plaint que pourquoi ses enfants, c'est après Tabaski que ses enfants meurent. Le monsieur dit que faut pas qu'elle va accuser quelqu'un, c'est Dieu. Donc Dieu fait Dieu fait ce qui est bon. Donc la femme aussi, tu sais que la femme ne peut rien. La femme aussi, elle est là. La femme ne fait que pleurer de ses enfants, mais le mari dit que toujours que c'est Dieu.
Donc, c'est troisième enfant maintenant, 9 ans après. 9 ans. Donc, les premiers enfants qu'elles ont sacrifiés, c'est ça 3 ans. Donc, 9e année maintenant, elle voulait encore sacrifier l'un de ses enfants. C'est dans ça, l'enfant ne se sentait pas. Donc, Dieu voulant les laisser, l'enfant ne se sentait pas. Comme l'enfant ne se sentait pas en ce moment, Grand Tabaski restait 3 semaines. Donc, l'enfant s'est levé, qu'il ne se sentait pas. L'enfant ne se sentait pas là. C'est dans ça que c'est moi-même, j'ai pris l'enfant et la maman sur la moto et puis je les ai envoyés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, l'enfant est couché. Ils ont fait tous les examens. Rien ne montre que l'enfant est malade. Maintenant, nous, on attendait et il y avait un autre docteur qu'on voulait. L'enfant disait qu'il a mal à la poitrine. Donc, nous, on voulait passer l'enfant à la radiographie pour voir ce qui se passait vraiment. Donc, quand le docteur est arrivé, le docteur a demandé à la maman qui c'est l'enfant de qui? La maman dit que c'est mon enfant. Où est le père de l'enfant? La maman a dit que son papa est à la maison. Le docteur a dit que non, que lui voulait parler avec le père de l'enfant. Donc, si c'est possible, que le papa vienne à l'hôpital. Donc, la maman est venue. C'est la maman qui était rentrée avec l'enfant. Puis moi, j'étais assise dehors. La maman est ressortie avec l'enfant. Puis la maman m'a dit que le tonton demande à voir ton oncle. Donc, si possible, il faut rentrer, tu vas le ramener. J'ai pris la moto encore. Je suis rentrée à la maison. Je suis allée dire à l'oncle que quand nous on est parti, le docteur qui devrait faire la radio disait que lui voulait parler avec toi d'abord avant de faire l'examen. Donc, si c'est possible, je vais te ramener à l'hôpital. Donc, j'ai pris le tonton, je l'ai ramené. Quand nous on est arrivé, le tonton est rentré. Quand le tonton est rentré, le docteur a dit que mon ami, vraiment, je ne peux pas te mentir. Ton enfant n'a rien comme problème. Il faut ramener l'enfant à la maison. Et arrivé à la maison, il faut voir la famille. Vous allez vous entendre. Ton enfant va retrouver la santé. Le papa dit que lui ne comprend pas. Le docteur a dit c'est ce que moi je t'ai dit. Je ne veux pas venir diviser votre famille. Ce qui est sûr, rentre à la maison et concerne toute la famille. Vous allez voir ce qui se passe. Sinon, l'enfant va bien. L'enfant n'a rien comme problème. Le papa est sorti. Je l'ai ramené à la maison. Quand j'ai ramené le papa à la maison, je suis venue prendre l'enfant et la maman. Le docteur m'a dit que on n'a qu'à repartir voir la famille, l'enfant aura bien. On est reparti, le tonton est parti, il a dit à mon papa que quand eux sont partis à l'hôpital, c'est ce que le médecin a dit. Mais lui n'a réellement pas compris. Le papa a dit, ok, si c'est ça, moi-même je vais repartir, demander à le docteur ce qui se passe. Le papa est reparti. Mon papa est reparti. Quand mon papa est parti, il allait voir le docteur. Le docteur a dit à mon papa que ce qu'il a dit, lui ne peut pas dire le nom de la personne qui a fait ça. Mais lui voit que l'enfant n'a pas problème de maladie. On a attrapé l'enfant à la maison. Le papa est revenu. Quand le papa est revenu, le papa a appelé toute la famille, ils se sont concertés. Le papa a dit que c'est ce qui se passe. Mais si la personne ne veut pas être honnie publiquement, c'est mieux qu'il libère l'enfant. Et puis ils ont fait cette réunion de la famille, puis ils se sont levés. Les femmes ont décidé qu'ils ne vont pas laisser l'enfant, ils vont tuer l'enfant. Même nuit, la maladie de l'enfant s'est aggravée. Donc, elles ont décidé réellement de tuer l'enfant. Donc, la maladie encore s'est aggravée. Puis le père a dit qu'on n'a qu'à ramener l'enfant à l'hôpital. Eux ne peuvent pas voir l'enfant souffrir comme ça et puis dire que c'est dans la famille ici. Eux ne peuvent pas amener l'enfant à l'hôpital. De ramener l'enfant à l'hôpital. Le lendemain matin,
vers les 4 heures du matin, j'ai ramené encore l'enfant à l'hôpital avec la maman. Quand on est reparti, c'est mon papa mais qui nous a accompagnés. Le papa allait demander à le docteur que ils sont partis, ils ont fait une réunion familiale, mais ils n'ont rien compris, ça ne va toujours pas. Donc le docteur a dit maintenant que lui ne va pas mentir. Donc qu'à le demander à la petite maman de l'enfant, c'est elle qui a attrapé l'enfant. Donc le papa ne voulait pas partir à la maison, indiqué comme ça, pour qu'on dise que c'est le papa qui a dit, comme ça, comme si. Donc le papa est reparti à la maison. Le papa a dit à la petite, à notre petite maman là, qu'elle n'a qu'à préparer, amener à l'hôpital. Ils ont décidé d'hospitaliser l'enfant. Donc elle était joyeuse comme ça. Elle s'est levée, elle a préparé du riz. Elle s'est levée, elle a pris la rue de l'hôpital et elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a vu le docteur. Elle est ressortie. Le docteur l'a appelé. Le docteur l'a appelé que de venir. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Elle est pressée. Donc elle veut retourner à la maison pour aller voir les enfants. Comme la grand-soeur à l'hôpital ici, les enfants, c'est elle qui doit s'occuper de ses enfants. Le docteur a dit non. Que tu vois ce que je vois. Donc si tu ne veux pas que je te honore publiquement, c'est mieux de venir, on va se concerter et puis tu vas libérer l'enfant. Elle a refusé. Le docteur est sorti. Le docteur est sorti parler publiquement que l'enfant qui est couché, l'enfant se porte bien. Mais c'est celle-là qui a attrapé l'enfant. Elle ne voulait pas laisser l'enfant. Lui, il a parlé fatigué, il ne voulait pas laisser l'enfant. Donc c'est dans ça aussi. On est allé à la police. La police est venue récupérer la femme. Dans ça, ils sont allés maintenant. C'est devenu affaire de commissariat. Quand on est parti au commissariat, ils ont parlé. Mais finalement, la police a dit que ne peut pas intervenir dans ce genre d'affaires-là. On n'a qu'à le voir en famille. C'est dans ça maintenant, mon papa s'est levé, il a allé voir un féticheur. Et c'est ce que le docteur a dit. Mais pour confirmer réellement, si lui peut faire quelque chose, et puis la femme va renoncer. Le féticheur est venu, ils ont mis quelque chose sur l'eau. Et puis ils ont donné à toutes les femmes de la famille que de boire. Si c'est toi qui as attrapé l'enfant réellement, si tu bois, ton ventre va grossir jusqu'à s'éclater. Ton ventre va vraiment gonfler jusqu'à s'éclater. Arrivée chez sa maman, c'est cette dernière, elle a refusé de boire. Elle a commencé à pleurer, que c'est vrai. C'est elle qui tuait les enfants de la maman. Sak Tabaski, eux, sacrifient l'un de ses enfants. Donc ça fait les deux autres premiers enfants, c'est elle qui a sacrifié. Elle aussi, elle veut sacrifier cette dernière. C'est dans ça maintenant on a su que c'est elle qui sacrifiait vraiment les enfants Sak Tabaski. Puis le féticheur a retiré l'enfant. Et jusqu'à présent, l'enfant va bien. Maintenant, le féticheur a donné un autre produit. Puis le papa a pris. Ils ont décidé de cirer le corps des enfants et puis ils ont inséré le médicament. Donc jusqu'à présent, la femme même, elle a décidé de quitter la famille parce que chaque soir, le féticheur aussi a donné quelque chose. Chaque soir, la femme n'a qu'à mettre ça sur le feu. Comme ça, elle sera gênée. Elle ne pourra même plus rester à la maison. C'est dans ça aussi elle est partie. Et jusqu'à présent, les enfants de la femme, tout va bien. Elle est partie, elle a laissé ses 3 enfants. Puis c'est la première femme là qui s'occupe de ses enfants. Donc c'était pour dire que la jalousie peut nous amener à faire des trucs que personne ne peut expliquer. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir à toute la famille DMG. Salut à DMG. Alors, merci pour ton concept. Je suis ta fan numéro 1 depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je fais ce voice suite à une histoire d'une dame par rapport au rêve
que j'ai écouté sur un direct. Alors, par rapport aux rêves, je suis quelqu'un qui... Je veux dire que mes rêves, je peux dire à 80% des rêves bizarres que je fais, c'est-à-dire que concernant les événements majeurs qui doivent arriver dans ma vie, je fais des rêves déchus. Déjà, dans les débuts, je ne prenais pas au sérieux. Alors, je vais vous raconter. Pour une fois, je crois que c'était en 2019, 2018, comme ça, j'ai fait un rêve où j'avais eu un accident. J'ai fait le rêve où j'avais eu un accident. Et déjà, je me suis levée à 5 heures, j'ai prié, et puis j'ai vaqué à mes occupations. 2 jours après, je partais à l'école, j'ai pris mon taxi, j'étais devant, côté passager. DMG, le taxi allait prendre une grosse voiture, c'est-à-dire qu'un boss, en tout cas, je ne sais pas comment, mais je sais que c'est le taximètre qui était en faute. Il dit, Dieu merci, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Quand je suis sortie du véhicule, en même temps, je me suis rappelé du rêve où j'ai fait un accident. Ça, c'était un premier cas. Il y avait eu plusieurs. Un deuxième cas, dans la même année, non pas dans la même année, j'étais en première année de BTS. Je devais faire un examen terminal. J'étais en train d'étudier. Avant ça, quelques jours avant, j'avais fait un rêve, un rêve où notre maison prenait feu. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai fait une petite prière et puis bon, c'est passé. 2 ou 3 jours après, je devais avoir un examen terminal et puis j'étais en train d'étudier. J'étais seule à la maison, je vivais avec ma maman qui était partie à Abidjan pour une mission. Donc, j'étais seule à la maison. J'avais préparé le riz à la veille que je devais chauffer. Donc, j'ai mis un petit feu sous le riz. Et j'étais allée étudier. C'était aux environs de 21 heures. C'était aux environs de 21 heures, 20 heures 30 par là. Et j'étais en train d'étudier dans ça et je suis restée sur le lit. Je me suis endormie. À 4, non 5 heures, à 5 heures, ça sonnait dans mon oreille. Réveille-toi. J'ai dit DMG. Quand je me suis levée, j'ai dit Seigneur, j'espère que maison déjà n'est pas brûlée. Le feu était toujours sous le riz. Le riz a cramé complètement. Ça, c'était le deuxième cas. L'année qui a suivi, j'ai fait un rêve où où il y avait eu je sais pas, j'étais en train d'être inondée par l'eau. En tout cas, je sais plus comment. J'étais en train d'être inondée par l'eau. La même année. En tout cas, je sais, là, ça a pris un peu de temps. Je crois que c'est quelques mois après. On était dans une maison là où le propriétaire a décidé de faire une nouvelle construction. C'était en 2021. De faire une nouvelle construction devant là où nous on était. Et ils ont mal, en tout cas, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont mal creusé leur truc. Ils ont barré la vue, ils ont barré le passage de l'eau, tout et tout. DMG. J'étais à Yamoussoukro. La première pluie de l'année 2021 à Yamoussoukro. DMG, quand l'eau est arrivée, ça a inondé notre maison. Et je crois que ce jour-là, le lendemain, j'avais un devoir. Je n'ai pas vu dormir. J'étais aux environs de 20 ans. En tout cas, la pluie a commencé avec le vent qui pouvait en suivre, tout et tout. Et j'étais en train d'étudier. Je devais aller me coucher. Quelque chose me dit de m'asseoir, d'étudier encore. Pourtant, alors que j'avais vraiment sommeil. Et j'étais assise. C'est comme si quelque chose est passé comme un serpent. Alors que c'est l'eau qui rentrait dans notre maison. Bon, ça a inondé, on a sauté le compteur. En tout cas, rien de grave n'est arrivé. On a pu récupérer certaines choses. Ça, c'est un autre cas encore. Une autre fois encore, là, c'était l'année passée, 2023. J'ai fait un rêve. Là, c'était de là à là. Je me suis couchée très tôt parce qu'en ce moment, je faisais un travail qui m'épuisait beaucoup, le trajet, tout et tout. Donc, quand je viens, je dors, je mange, en tout cas, je fais ce que j'ai à faire et puis je dors. À 5 heures, je me réveille pour m'apprêter pour aller au travail. Et je me suis couchée. J'ai fait un rêve où
j'étais dans une chambre. C'est-à-dire que la chambre était complètement fermée. Et puis, la chambre, je sais que dans la chambre dans laquelle j'étais là, le plafond, c'était en béton. C'est comme si la pièce dans laquelle j'étais là, la pièce dans laquelle j'étais, était envahie d'asticots. Oh, ça donne la chair de poule à en parler. La pièce était remplie d'asticots. C'est comme si la pièce était remplie même d'asticots. Ça dit que c'est là où moi j'étais arrêtée là. Là où moi j'étais arrêtée là, qui n'était pas... C'est comme si c'était sur moi mon corps où il n'y avait pas d'asticots. J'étais en train de prier. En tout cas, quand j'ai commencé à prier dans le rêve, je me suis réveillée. J'ai dit non, ça c'est pas bon signe. C'était à 3 heures, je me suis réveillée à 3 heures. J'ai dit non, ça c'est pas bon signe. J'ai prié jusqu'à 4 heures. Je me suis endormie un peu. Et puis, je me suis levée pour aller m'apprêter. J'habitais chez ma grande soeur à Abidjan. Et puis, le matin, il y a son mari qui était venu faire je ne sais quoi dans la cuisine. Il était en train de chauffer quelque chose. Pendant que la gazinière, il y avait un premier feu qui était ouvert. Le monsieur n'a pas fermé. DMG. Et puis, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment, mais je sais qu'il y a un deuxième feu qui était ouvert. Il était abaissé en train de faire quelque chose. Je sens odeur, c'est comme si je sens odeur de gaz, Je suis partie dans la chambre, je suis revenue. Mais là, et puis j'étais abaissée même sous la gazinière. Quelque chose me dit, mais regarde la gazinière. Pendant tout ce temps, je peux dire que ça peut faire quelque chose de 5 à 6 minutes. Où je vais soulever ma tête, DMG, le feu est allumé. Pendant que l'autre côté du feu était ouvert, le gaz passait. J'ai crié, Seigneur Jésus. J'ai sauté sur le gaz là pour fermer en même temps le feu. Automatiquement, ça m'a rappelé les rêves que j'avais faits dans la nuit. En tout cas, là, je suis rentrée dans ce que je faisais hier, je suis rentrée dans la chambre. J'ai commencé à dire merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Ça, je n'ai même pas évoqué ce sujet-là. Je n'ai même pas dit à quelqu'un ce qui s'est passé. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Si elle veut parler de tout, en tout cas, je ne vais pas finir. C'est pour dire que les rêves, les songes que nous faisons, prenons ça au sérieux. Prenons au sérieux. Il y a tellement de choses, même les histoires de sorcellerie qui se sont révélées, que j'ai vu un rêve, que je crois je vais faire un autre vocal pour en parler. En tout cas, prenez vos rêves au sujet et puis priez beaucoup. C'est vrai que moi-même, je ne prie pas assez, mais en tout cas, prions. Avant de dormir, prions. À notre réveil, prions. Tu fais un songe qui te paraît bizarre. Lève-toi, réveille-toi, tu pries. En tout cas, merci DMG pour ton concept et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous les abonnés. Merci de me donner l'opportunité ici de raconter mon histoire. Je ne serai pas très longue, je vais essayer de synthétiser. Et déjà, je pourrais donner comme titre à cette histoire, sacrifié par son fils de 10 ans. Il s'agit ici de l'histoire de ma grande sœur, que je vais nommer Immaculée. Alors, Immaculée, c'était une fille très, très, très joyeuse. Elle aimait la vie. Ah oui, elle aimait la vie. En 2005, elle tombera enceinte et mettra au monde un garçon qu'elle va vraiment tellement aimer que vraiment il sera la prunelle de ses yeux. Et le petit garçon, je vais le prénommer, je vais lui donner le sobriquet de Aputu. Alors, Immaculée vivait vraiment pour son fils. Mais malheureusement, faute de moyens, et voilà, elle a dû confier son fils à la garde d'une autre sœur. Il n'avait que 3 mois à cette époque quand elle remet l'enfant. Mais après un moment, elle va essayer de se remettre sur les rails, essayer de continuer ses études. Et elle obtiendra
par la force des choses son BEPC qui lui permettra par la suite d'intégrer la fonction publique, plus précisément l'éducation nationale. Mais en 2010, elle tombera malade, gravement malade, que cette maladie, elle aura de graves séquelles, à savoir une paralysie. Elle avait une paralysie du côté droit, si je ne me trompe, du côté droit. Sa vie va vraiment bien se poursuivre. Alors, je vais préciser que la sœur à qui elle remet l'enfant, c'était même pas une sœur, elle avait tellement confiance en cette personne, elle aimait tellement la personne, c'était un peu comme les enfants le disent actuellement, c'était sa besta. Au-delà d'être sa sœur de sang, c'était sa besta. Celle-là à qui elle se confiait, celle à qui vraiment, les deux, c'était vraiment de l'amour fraternel. Alors, je crois en fin 2014 par là, on ne sait pourquoi, elle décidera de récupérer son fils. Bon, elle travaille, elle a un salaire, elle a une bonne situation. Elle se posera la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne va pas elle-même se charger de l'éducation de son fils. Bon, il faut préciser que tout le monde n'était pas de cet avis, mais elle voulait être maman. Elle voulait vraiment être maman. Et je vais signaler ici qu'avant que cette envie ne naisse en elle, elle avait eu une deuxième grossesse. Mais malheureusement, le deuxième fils n'avait pas survécu. Il était né assez prématuré et dans des conditions pas très commodes. Ce qui fait qu'il n'avait pas survécu et comme ça, l'envie de maternité, d'exercer son droit de mère est née en elle et puis voilà. Elle va rentrer en conflit avec sa besta pour récupérer son fils. On ne sait pour quelle raison sa besta refusera de lui remettre l'enfant. Mais pourquoi tu refuses de me remettre l'enfant? J'ai tout ce qu'il faut, je peux garder mon enfant, j'ai les moyens actuellement. Même quand je dis les moyens, c'est aussi sa besta qui l'avait aidé à intégrer la fonction publique. Tu m'as aidé à avoir une situation stable, mais non, moi, je vais garder mon fils. Pourquoi tu m'empêches? On ne saura pas. En fait, ça, c'était le problème vu de l'extérieur. Mais je pense qu'il y avait un problème vu de l'intérieur que je ne saurais dire c'était quoi. Parce que franchement, personne ne parlait. Mais tout ce qu'on savait, c'est je vais garder mon fils. Ah non, je ne te remets pas l'enfant. Et si je dois te remettre l'enfant, tu vas me rembourser tout ce que j'ai eu à dépenser pour les soins, l'éducation de ton fils des 3 mois jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas compris cette logique. Ce qui fait que l'histoire est allée même auprès de certaines autorités. Et à la fin, on décidera, les autorités et puis on va dire la famille s'accordera à demander à la besta de lui remettre son enfant. C'est la mère, c'est une mère, elle a ce droit. Mais il ne faut pas oublier que malgré avant, il faut préciser qu'avant, elle a toujours été en contact avec l'office parce que l'office, il connaissait très bien qui était sa mère vu qu'elle a toujours pratiquement vécu avec eux, en fait. Donc, en 2015, par là, elle finira par récupérer son fils. Nous sommes à la rentrée scolaire, vraiment, elle inscrit l'enfant dans un établissement. Et puis, elle se rendra compte que l'enfant, bon, il se sentira un peu isolé parce qu'il faut avouer que là où il était chez sa tante, il était entouré d'autres frères. La tante ayant plus de 5 gosses, donc il était entouré de frères et de sœurs. Maintenant, il se retrouve seul. Elle prendra la décision de récupérer l'un de ses neveux, qui, il faut le préciser, avait 1 an de plus que son fils, afin que les 2 enfants soient ensemble, que l'enfant ne se sente pas seul. En fait, c'était vraiment ce désir de mettre son enfant à l'aise. Et il faut que je le dise, elle se pliait en deux pour le bonheur de son enfant. Qu'est-ce qu'elle n'aurait pas pu donner à cet enfant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait tous les grands vêtements qu'elle pouvait lui acheter, les tablettes, les téléphones. En fait, elle n'avait que ça. Le bonheur de mon fils, le bonheur de mon fils, le bonheur de mon fils. Alors, elle aura son fils et puis son neveu dans la maison. Et tout
tout ira bien en fait. Nous, on se dira que tout va bien puisque bon, il n'y a pas eu des sonnets d'alarme. Non, tout allait bien. Tout allait vraiment bien. Il s'avère, si j'ai bonne mémoire, c'était le 8 décembre 2015. Je reçois un coup de fil à 4 h du matin où on m'annonce qu'elle a été assassinée. Elle a été assassinée, oui. Alors, elle restait... L'histoire se passe déjà, pour la plupart, vous savez, l'histoire se passe à Libreville, au Gabon. On me dit qu'elle a été assassinée chez elle. Je dis, mais comment? L'histoire, la première histoire qui a été rapportée à la famille, c'était quoi? Encore que c'est que la plupart des Gabonais pourront se retrouver, vu que l'affaire est sortie sur les réseaux sociaux. Il y avait même un journal hebdomadaire, Fait divers, qui en a fait longue diffusion, grande diffusion. Elle est assassinée. Il y a un intrus qui est venu à la maison et vraiment qui l'a assassinée. Je dis, mais non. Comment l'intrus est arrivé et est-ce qu'il n'était pas au courant qu'elle avait des enfants? Tout le monde me dira que non, je fais le déni. Je dis non, je ne fais pas le déni en fait. C'est une logique. Quelqu'un qui vient, parce que n'importe qui ne peut pas s'introduire dans la maison de n'importe qui. Comme ça, je crois qu'il y a d'abord, tu prends d'abord des précautions, tu essaies d'acquérir la situation pour savoir chez qui je vais aller pour opérer. Mais voilà. La personne savait forcément qu'elle avait des enfants. Pourquoi la personne ne s'est pas appris aux enfants? Oh non, il faut rendre gloire à Dieu que les enfants n'ont pas été touchés. N'ont pas été touchés. J'ai dit, c'est vrai. Je suis contente, je suis heureuse qu'ils soient vivants, mais il y a quelque chose qui cloche. J'essaie de demander comment est-ce que l'intrusion s'est faite. C'est après le récit de l'intrusion que moi je dirais aux environs de 6 h à la famille que c'est pas vrai. Les assassins sont dans la maison. Personne ne m'a cru, je vais vraiment le dire, personne ne m'a cru. Et j'avais cette conviction, pourquoi? Je me rappelle en 2006, oui, quand je passais mon bac. On était dans la même ville, elle et moi, on n'était pas dans la même maison, mais on louait dans la même ville où on allait à l'école. Donc de temps en temps, quand j'avais besoin de calme pour étudier, je pouvais aller dormir chez elle. Et j'avais remarqué qu'elle avait cette habitude. Quand elle était à l'intérieur de la maison, elle laissait toujours les clés derrière la porte. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, non, tu vois, quand tu as les clés derrière la porte, quelqu'un ne peut pas s'introduire. De l'extérieur, on ne peut pas ouvrir ta porte. Et c'était vraiment un tic chez elle. Vraiment jamais, au grand jamais, elle pouvait être dans sa maison, fermée, sans que les clés ne soient derrière la porte. Alors, comment l'intrus a fait? Quand bien je sais qu'elle revient de l'église ce jour, elle rentre dans la maison, elle s'assure que les enfants mangent, les enfants vont bien, elle ferme la porte. Mais comment l'intrus fait pour rentrer? Bon, il y a eu des enquêteurs qui ont eu les enfants en audition. Vraiment, ces derniers ils ont été téméraires. Et ce n'est qu'à 18 h que les enfants finiront par dire la vérité. Laquelle vérité? Que c'était eux les auteurs du crime. Et j'entends par eux son fils étant l'instigateur de l'acte. Et pour quelle raison? Il dira simplement qu'il ne voulait pas vivre avec sa mère et que par rapport à ça, il s'est rendu compte qu'il n'avait qu'une solution pour retourner chez sa tante, c'était de supprimer sa mère. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit clairement, simplement? Et puis, oh non, je savais qu'elle n'allait pas accepter, il fallait que je l'élimine pour qu'elle parte. Ça, c'est le petit. Et son complice qui dira plus tard que non, une fois que le fils a demandé à ceux qu'ils commettent le crime, vu que le fils, déjà physiquement, il était chétif, il demandera à son cousin de le faire grâce à les maçons, je ne sais pas, les maçons savent, c'est comme une enclume, une grosse enclume qu'on utilise pour casser les excès sur les dalles. Donc, ils avaient ça à la maison parce qu'il y avait des travaux qui s'étaient faits avant. Et puis, les maçons ont oublié ça à la maison. C'était l'arme de crime. C'est son cousin qui commencera donc. Ils ont gaspillé la porte, la serrure de sa chambre quelques jours avant. Donc, ils ont préparé, ils ont prémédité. Ils étaient arrivés et que c'est le cousin qui commence à lui casser la tête. Et quand elle se met à crier, le cousin est pris de remords. Il s'agenouille, il se couche sur elle, commence à demander pardon. Tantine, pardonne-moi pour ce que je voulais faire, pardonne-moi, pardonne-moi.
Il prend sa tante entre les mains, il l'étreint. Alors son fils qui vient, qui dit au cousin que non, toi tu n'es pas gentil, tu n'es pas bien, on avait un plan, j'ai dit je vais te remettre mes tablettes et mes téléphones si tu faisais le truc. Maintenant que tu peux le faire, moi je vais l'achever. Donc il a achevé sa mère, en lui explosant la tête, je vais préciser. Il lui explose la tête. Ensuite, ils feront un prélèvement de son cerveau. Il assassine, il est 24 heures si j'ai bonne mémoire. Et puis, ils iront remettre le sachet contenant le cerveau au commanditaire. Même de l'acte, en fait, l'office n'est que l'exécutant. Par derrière, il y a un commanditaire. Ils iront remettre le sachet au commanditaire. Ensuite, ils vont formater un plan avec le commanditaire pour qu'après, à 2-3 heures du matin, ils se mettent à alerter la famille au téléphone du fils qui appelle les parents au téléphone pour dire quelqu'un est rentré à la maison et venait assassiner maman. Donc, c'est comme ça que ma soeur perd la vie par amour pour son propre fils. Et ce dernier, je tiens à le préciser, n'avait que 10 ans à cette époque. Vous imaginez le sang-froid de cet enfant. 10 ans. Il est né en 2005. Il le fait en 2015. 10 ans. Et après, il dira à la famille que non, le commanditaire lui avait promis une vie plus rose. Et il voulait vraiment vivre cette vie rose. Voilà pourquoi il a fait. Et je tiens à vous préciser qu'au jour d'aujourd'hui, déjà, il y a quelque chose qui a été choquant, c'est que les enquêtes n'ont pas été poursuivies. L'enfant a été remis à la famille. Bon, il y a quand même eu les gens de bonne volonté qui ont voulu prendre soin de lui. Bien après, le commanditaire, sinon, je vais préciser, c'est la commanditaire, parce que derrière, c'est une femme. La commanditaire reviendra récupérer cet enfant qui, aujourd'hui, a eu son bac et se retrouve du côté du Cameroun où il suit ses études. Encore là, je vais encore préciser un truc. C'est un enfant qui a un QI assez élevé. Vraiment, je vous dirais, il est super intelligent. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai découvert ta chaîne YouTube complètement par hasard. Ça fait 3 mois maintenant et depuis, je suis accro. Franchement, dès que je peux, j'écoute DMG, les histoires mystiques. Franchement, ça édifie, ça ouvre les yeux. Franchement, que Dieu te bénisse et qu'il nous protège, franchement. Parce que le dehors est mauvais. Comme les Camerounais le disent, le dehors est mauvais. Que Dieu nous protège. Depuis que j'écoute des histoires, ça m'a fait me rappeler d'une histoire que j'ai vécue quand j'étais adolescente. Je n'ai pas vécu l'histoire personnellement, mais l'histoire s'est déroulée devant moi. Et ça concerne ma maman et sa soeur. Il faut dire que ce n'est pas sa soeur en tant que telle. On va dire que ce sont des cousines éloignées. Mais comme c'est la famille, on est en Afrique, donc elle s'appelle ma soeur. Donc je vais vous raconter l'histoire de ma maman et de sa soeur. La soeur à ma maman, elle était au village. Elle avait perdu son mari et ça faisait un bon moment qu'elle était au village. Elle ne faisait rien. Et ma maman va lui dire, comme tu es au village, tu ne fais rien. Viens en ville. Il y a plus d'opportunités en ville qu'au village. Viens en ville. Moi, je vais te donner un fonds de commerce. Tu vas faire un commerce et tu vas t'occuper de tes enfants. Elle avait 2 enfants. Et c'est comme ça, elle vient en ville comme prévu. Ma maman lui donne un fonds de commerce. Et elle lui trouve une place au marché. Dans le quartier où nous étions, même le marché, il y avait un marché là-bas, mais il n'y avait pas la place là-bas. Donc maman va aller dans un autre quartier de lui trouver la place là-bas dans ce marché-là. Elle va commencer à vendre. Et ça marchait bien pour elle, elle vendait. Et elle avait sa fille. Quand sa fille n'avait pas cours, cette dernière venait l'aider à vendre. Ça marchait, c'était comme ça. Elle vendait tous les jours. Elle partait le matin, revenait le soir. Elle vendait, ça marchait bien. Elle sortait le matin, revenait le soir, elle vendait, elle restait comme ça pendant un bon moment, on va dire 1 an et demi, elle faisait ça. Tous les matins, elle partait vendre, elle revenait le soir. Et un jour, elle vient toute paniquée, elle ne retrouve pas son sac où elle met l'argent. Il faut dire que ce sac-là, elle s'en séparait jamais. Quand elle dormait, le sac était... Il faut dire que en Côte d'Ivoire, ici, c'est pas si les autres mamans des autres pays ont ça, mais en Côte d'Ivoire, ici, les mamans ont un sac qu'elles nouent autour de la taille là. Et puis la taille du sac varie en fonction de ton commerce. Elle a fait un gros sac. Elle ne quittait jamais le sac.
enfin le sac ne la quittait jamais. Même si tu croises la tante là sur la route de la douche, elle va aller se laver là, son sac est toujours noué autour de la taille. Elle se séparait jamais de son sac. Et elle rentre le soir, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas son sac. Toute paniquée, elle retourne au marché. Il faisait presque nuit, elle retourne au marché. Elle va fouiller à sa place, elle ne retrouve pas le sac. Le matin, très tôt, elle se rend au marché, elle va fouiller, elle demande à ses camarades de table là, et personne n'a vu le sac. Elle est paniquée. Et elle vient, elle explique à ma maman. Maman lui dit, ah, tu es sûr que le sac n'est pas tombé derrière toi? Tu es sûr que c'est pas resté à la maison? Elle dit non, elle dit que le sac est resté à sa place. Sur ça, elle est catégorique. Le sac est resté à sa place. Mais les jours passent, les jours passent, les jours passent. On ne retrouve pas le sac. Et elle allait voir quelqu'un. On lui a dit que non, c'est une femme qui a pris le sac. Avec l'argent et tout. Donc, elle dit à ses camarades de table que, ah, la personne qui a pris mon argent, que la personne vienne déposer mon argent. Et puis elle dit que il n'y a pas que son argent dans le sac, il y avait aussi ses bijoux, il y avait de l'or, son or et puis son argent blanc. Elle dit que même si vous ne déposez pas l'argent, venez déposer au moins mes bijoux parce que chez nous, on ne vole pas l'or. Nos parents nous disent ça tous les jours, on ne vole pas l'or chez nous. Les autres familles, je ne sais pas, mais chez nous, on ne vole pas l'or. Tu voles l'or d'une personne, mais si la personne ne te maudit pas, l'or même va agir sur toi. Et puis ça n'agit pas sur que toi, et ça va agir sur toute ta descendance. On ne vole pas l'or chez nous. Elle leur a dit ça. Mais si vous ne venez pas déposer mon argent, venez déposer mon or, mes bijoux, mon or et mon argent blanc. Personne n'a écouté. Les jours passaient, on ne voyait toujours pas l'argent. Et ça l'a en quelque sorte handicapée au fait parce qu'elle ne pouvait plus vendre. Elle avait tout son argent dans ce sac-là. Même quand ma maman lui demandait, mais tu as combien au juste dans le sac? Elle n'arrivait pas à répondre. Ça veut dire que les 1 an et demi qu'elle a fait, elle vendait là, tout son argent, toutes ses économies étaient dans ce sac-là. Elle-même, elle ne pouvait pas dire au juste c'était combien le montant qu'il y avait dans le sac. Elle n'arrivait pas à lui dire. Et les jours passaient. Ma maman essayait de la reconforter comme elle pouvait en tant qu'une bonne musulmane. Ah, faut t'en remettre à Dieu. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir cet argent. Si tu l'as perdu, il va te permettre de gagner encore à nouveau. Et sa soeur, elle dit non, c'est pas ici. Elle veut son argent. Elle veut son argent. D'abord, elle n'arrive plus à avoir parce que tout son argent se trouvait dans ce sac-là. Donc, elle est en quelque sorte handicapée, elle n'arrive plus à vendre et tout. Même si elle doit vendre encore, peut-être qu'elle va aller prendre crédit ou bien sa grand-mère s'est portée garant. Elle dit que non, moi, mais je vais te donner le crédit. Moi, mais je vais te donner l'argent. Tu vas recommencer ton activité à nouveau. Mais laisse tomber cette histoire-là. Elle dit non. Elle ne veut pas. Elle veut son argent. Elle veut ses bijoux. Elle veut la sueur de son front, quoi. Ce qu'elle a dit, elle dit, j'ai souffert pour avoir cet argent. Je veux mon argent. Et c'est comme ça, elle s'est rendue à sa place. Elle a parlé à ses collègues de table que moi, je veux mon argent. La personne qui a reçu mon argent, que la personne vienne déposer. Si la personne ne vient pas déposer l'argent, moi, je vais aller faire ce que je peux. Et puis, ce sera à ses risques périls à cette personne-là. Et les jours passaient. L'argent n'a pas réapparu. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Maman lui a donné un nouveau fonds de commerce. Elle a recommencé son activité comme si de rien n'était. Les jours passaient, les semaines passaient, les mois passaient. Et c'est comme ça, un jour, à notre grande surprise, on voit une délégation de plusieurs personnes qui sont venues à la maison chez ma maman, puisque c'est là que sa soeur vivait aussi à ce moment-là. Et ils viennent que, on est venu te voir, ils sont venus voir la petite soeur de ma maman, on est venu te voir. Tu sais, un moment, tu avais perdu de l'argent. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Bon, voilà. Il s'avère que c'est ta soeur, une de tes voisines de table, ta soeur, c'est elle qui avait pris l'argent. En fait, la dame avait commencé à tomber malade. Elle maigrissait. Et elle allait consulter. On lui a dit que, tu as pris l'argent d'une dame là. Si tu ne vas pas lui rendre son argent, ou bien si tu ne vas pas te confesser, c'est pas bon pour toi. Et c'est comme ça qu'elle fait une délégation. Elle vient voir la soeur de ma maman pour lui dire que, finalement, c'est moi qui avais pris ton argent. Pardonne-moi, elle se confesse. Et c'est comme ça, les personnes qu'elle avait pris pour mettre au devant d'elle, pour venir demander pardon. La grande personne a pris la parole, dit, c'est ta soeur, elle a pris l'argent, elle voulait venir déposer, mais après elle a eu honte, elle n'a pas su comment déposer. Donc voilà, pardon, il faut lui pardonner. Elle vient se confesser aujourd'hui, il faut lui pardonner. C'est là que la soeur de notre maman elle va dire que non, mais il est trop tard. Où l'affaire est arrivée là, c'est plus à son niveau, elle ne peut rien faire. L'affaire est arrivée trop loin.
C'est là les gens commencent à lui demander pardon, pardon, pardon. Ah, c'est ta soeur, pardon. Elle dit oui, c'est ma soeur. Moi, je lui ai donné trop d'occasions de venir déposer mon argent. Je lui ai même dit que même si elle ne dépose pas mon argent, qu'elle vienne déposer mes bijoux, l'or et l'argent blanc que j'ai reçu sans héritage de mes parents. Que l'or qui est perdu là était dans la famille depuis des générations et des générations. Que j'ai même dit que même si vous ne déposez pas l'argent, venez déposer mes bijoux, venez déposer mon or et mon argent blanc. Et elle ne m'a pas écouté. Où l'affaire arrive là, moi je ne peux rien faire. Et puis tenez-vous bien, ce n'est pas elle seule qui va payer le prix. Elle est malade actuellement là, elle va mourir. Quand elle va mourir, son mari aussi va tomber malade, il va mourir. Et ses enfants vont suivre. Même si elle a 10 enfants, ça veut dire que même si elle a 10 enfants, les enfants vont tomber malades, ils vont mourir les uns après les autres. Quand ma maman a entendu ça, elle a attrapé sa tête, elle a crié. Elle dit quoi? Elle dit oui. Et puis sa soeur était sereine. Sereine de chez sereine. Ce jour-là, on a tous eu peur de la tante là. Elle était sereine. Elle dit oui. Là où l'affaire arrive là, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Ce qu'elle est partie faire, elle a fait un truc qu'elle a planté dans le sol. Elle a fait un truc qu'elle a planté dans le sol. Et tant que le truc là sera dans le sol, la famille de la dame là sera décimée, c'est-à-dire sa descendance va disparaître. Il ne restera même pas une trace de cette femme-là sur la terre. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui porte l'ADN de cette femme-là, va mourir. Quand elle va mourir, son mari va tomber malade, il va mourir. Si elle a des enfants, les enfants vont tomber malade, eux aussi vont finir par mourir les uns après les autres. Maman, elle était choquée. Elle dit quoi? Tu ne peux pas faire ça tant qu'une musulmane, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas tuer des gens seulement pour de l'argent. Mais elle était sereine. La délégation a demandé pardon, ma maman lui a demandé pardon, tout le monde lui a demandé pardon. Elle a dit que c'est trop tard, où c'est arrivé, c'est plus à son niveau. Elle ne peut rien faire. Et c'est comme ça, c'est resté. Après, on n'a rien su. Après, on a su que la femme est décédée. Puisqu'on ne connaissait pas la dame. Mais après, on a su par les rumeurs que la femme est décédée. Comme elle a dit, si la femme décède, le mari va décéder aussi. Après, le mari, les enfants vont suivre. Et c'est comme ça que ma maman était choquée. Cette histoire a jeté un froid entre les deux. Parce que ma maman, en tant qu'une musulmane, ne peut pas comprendre que quelqu'un ôte la vie de plusieurs personnes pour de l'argent. Elle ne pouvait pas comprendre ça. Et ça a jeté un froid entre les deux. Et c'est comme ça, comme la communication, la relation n'était plus au beau fixe, sa soeur a décidé de prendre sa maison et d'aller vivre en location. Elle est partie vivre en location. Et comme j'ai dit, cette histoire avait jeté un froid entre les deux. Les deux femmes, c'était plus trop ça. Et c'est comme ça, un jour, ma maman, elle se réveille en sueur. Moi, il ne m'a pas expliqué. C'est après que ma grand-sœur m'a expliqué l'histoire. Elle appelle ma grand-sœur, parce que moi, j'étais encore petite à l'époque. Elle appelle ma grand-sœur, elle lui explique qu'elle a fait un rêve, elle a fait un cauchemar, où il y a quelqu'un qui est venu l'attaquer. Mais cette personne avait le corps d'un être humain, avait la tête d'un monstre. Et cette personne-là, le monstre-là l'a attaqué, ils se sont battus. Et au moment où le monstre allait avoir le dessus sur elle, elle a tendu la main et comme par miracle, il y a une lance qui a apparu dans sa main. Et elle a pris la lance, elle a piqué au niveau du visage du monstre et le masque est tombé. Quand le masque est tombé, elle a vu que c'était sa soeur, la soeur qui vivait chez elle et qui avait perdu son argent. Elle a vu que c'était cette dernière-là. Elle s'est réveillée. Elle a eu peur. Elle a appelé ma soeur, ma grande soeur lui a expliqué. Elle dit que ça l'étonne, mais pour en avoir le cœur net, elle va appeler sa soeur pour voir si elle a pu se rendre hommage au fait. Parce que ma maman, c'était pas sa première attaque mystique. Ils l'ont tellement attaqué mystiquement qu'elle connaît rien sur le sujet. Elle nous expliquait comme ça un jour que quand on t'attaque mystiquement, que la personne qui est venue t'attaquer a le dessus sur toi, tu vas avoir des séquelles ou des répercussions dans ta vie physique, en fait. Pareil pour la personne qui vient t'attaquer, si tu as réussi à prendre le dessus sur elle, elle aussi va avoir des séquelles ou bien des répercussions dans la vie physique. Et c'est comme ça qu'elle prend son portable. Elle appelle. À l'époque, tout le monde n'avait pas un portable. Sa soeur n'avait pas un portable parce que c'est pas ça. Elle n'a pas été à l'école, c'est pas manipuler un téléphone. Maintenant, aujourd'hui, elle a un portable. Mais à l'époque, elle n'avait pas un téléphone. Parce qu'elle ne savait pas comment manipuler un téléphone. Sa fille avait un téléphone. Donc, elle appelle sa fille. Ma maman appelle sa fille. Elle demande, comment tu vas et ta mère? Et sa fille lui dit que non, ma maman ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle est restée à la maison. Mais moi, je suis venue vendre. Et c'est comme ça que ma maman, là, elle a eu la confirmation que c'était sa soeur qui était venue l'attaquer mystiquement en rêve. Parce que depuis l'histoire où elle lui a dit que je ne suis pas d'accord, tu as tué des gens pour de l'argent, je ne suis pas d'accord là. Elle ne s'entendait plus. La relation n'était plus au beau fixe. Et c'est comme ça qu'elle a eu la confirmation que c'était sa soeur qui était venue l'attaquer
mystiquement, mais elle n'a pas eu le dessus sur elle. Et c'est comme ça qu'elles sont restées. Mais au jour d'aujourd'hui, alors où je vous parle, cette dernière qui était appréciée de tout le monde dans la famille, qui était au devant de tout, quand il y avait une cérémonie, c'est elle que ma maman appelait, c'est elle qui décidait de tout. Maintenant, là, elle est à l'écart. Elle est à l'écart. Elle ne vient même plus dans les cérémonies. Parce que les gens qui ont les 4 yeux, comme on dit là, on dit, beaucoup ont approché maman pour lui dire de se méfier, qu'elle a un pied dans le monde mystique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simple. Il y a beaucoup de personnes qui ont approché maman pour lui dire qu'elle n'est pas... Les gens qui ont les 4 yeux là, on lui dit qu'elle n'est pas simple. Elle a un pied dans l'autre monde. Elle n'est pas simple. Même son frère, son unique frère, elle a un frère, ils sont que 2 dans ce monde-là. Elle a un frère, son petit frère qui s'est marié. Et quand il s'est marié, elle n'a pas approuvé le choix de son petit frère. Elle a fait les histoires là, à sa belle-soeur, à sa belle-fille. C'est ça, sa belle-fille ou sa belle-soeur, je ne sais pas. Elle a fait les histoires à sa belle-fille, fait des histoires. Elle aussi, elle n'est pas simple. Il y a des gens que Dieu protège, quoi. Je ne sais pas comment dire. Depuis que j'écoute des histoires de DMG, je vois qu'il y a des gens que Dieu n'abandonne pas. Tu vas beau les attaquer de toutes les manières, mais Dieu est derrière eux. C'est comme ça aussi, elle va faire les histoires à sa belle-fille. Et cette dernière va tomber malade. À un point même qu'on a cru que la pauvre n'allait pas s'en sortir. Elle avait maigré. Elle avait plus que la peau sur les os. Et cette dernière-là disait à qui voulait l'entendre que quand elle dort la nuit, c'est la grande sœur de son mari qui vient lui serrer le cou dans le sommeil. Elle disait à qui voulait l'entendre que c'est sa belle-soeur qui venait serrer son cou la nuit. Et plus la fille disait ça aux gens, plus elle lui faisait des cris. Ah, donc c'est moi qui suis ta sorcière. C'est moi qui suis ta sorcière. Qui dit à tout le monde que c'est moi qui vais te tuer. C'est moi qui suis ta sorcière. Elle faisait des histoires. La fille, toi et moi, on ne va jamais s'entendre. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a permis que la femme se rétablisse. Elle a guéri. Elle a eu même 2 enfants. Après cette grave maladie-là, elle s'est rétablie. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle ne parle pas. Les gens ont essayé d'arranger l'histoire, demander pardon à la grande sœur de son mari. Mais elle refuse. Elle veut pas entendre raison. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne se parle pas. Elle ne parle pas à la femme de son petit frère. Et au jour d'aujourd'hui, elle est complètement à l'écart de la famille. Elle qui était au centre de la famille, qui était là à toutes les fêtes, à toutes les cérémonies, maintenant on ne la voit plus. Elle est complètement à part. Parce que au fil du temps, les gens se sont vraiment rendus compte de ce qui elle était, de son vrai visage, de qui elle était. Maintenant, là où je vous parlais, elle est complètement à l'écart de la famille. On la voit nulle part. Elle qui était au centre de la famille, au centre de toutes les cérémonies. Quand il y avait quelque chose, elle qui était là, qui préparait, qui était là. Maintenant, on ne la voit plus, elle est complètement à part. Les gens se sont rendus compte de son vrai visage. Donc voilà, c'était l'histoire mystique que j'ai vécue, qui concernait ma maman et sa soeur. Je ne sais pas comment vous allez l'intituler, mais voilà. Merci beaucoup, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la famille DMG. DMG, que Dieu te protège et te bénisse, toi et toute ta team. Qu'il bénisse aussi tous nos éditeurs. Hein. Et puis, les bénédictions, franchement, je vous les accorde à tous, même à ceux qui vivent des moments difficiles actuellement. Que le Seigneur vous bénisse et vous apaise. Avant de raconter ma toute petite histoire, DMG, je vais demander à tous tes abonnés, hein, comme toi aussi tu le fais, je joins ma voix à celle de DMG et je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et surtout, ça édifie les personnes. Bon, cette histoire-là, c'était une dame qui a l'habitude de faire les ongles à ma mère. Dans les marchés et dans les quartiers, souvent en Afrique, hein, je sais pas, en tout cas au Bénin, je sais pas partout si ça se fait. Il y a des dames, des prothétises ongulaires, elles ont des bassines sur la tête. Elles sont ambulantes quoi. Si tu veux, tu l'arrêtes et tu dis que tata, je vais me faire les pieds, je vais me faire les ongles, tout ça là. Donc c'est un peu dans cette optique-là que la dame vient, fait ce qu'elle a fait, te coupe les ongles et tout. Ça commence à partir de 200, je crois. Donc, c'est accessible à beaucoup de personnes. La dame vient, veut faire les ongles à ma maman. Maman lui a dit que toi, ça fait tellement longtemps que je t'ai vu. Et la dame lui a dit qu'elle a vécu un truc qui l'a beaucoup traumatisé. Et qu'il a fallu qu'elle se repose pour se retrouver parce que vraiment, c'était pas facile. Maman lui dit de raconter. Elle dit que non, qu'il y a de cela 2 mois, qu'elle a pris une dernière cliente de 18h à 19h. Parce qu'à Tokba,
Il y a deux mouvements, deux flux économiques, je vais dire comme ça. C'est que du matin, je vais dire de 7h, parce qu'il y a des gens qui viennent même avant, à 7h, de 7h à 8h, de 7h à 18h, pardon, il y a des gens qui vendent et tout. Parce qu'à partir de 18h, le bâtiment de Tokpa, là, on le ferme. Les commerces aux alentours peuvent rester s'ils veulent, en tout cas, jusque tard dans la nuit, jusqu'à même 2h, 3h, surtout en période de fête, là. Il y a un marché de nuit à Tokpa, là, qui est là. Mais bon, c'est pas trop safe aussi. La dame, maman, elle finit à 18h, mais à 18h, elle a rencontré une cliente qui lui dit non, de lui faire les ongles, qu'elle a une cérémonie, tout ça. Elle ferme les yeux, elle lui fait. À 19h, au lieu de rentrer chez elle, il y a 3 femmes qui l'approchent et qui disent, toi qui fais les ongles là, viens nous faire les ongles s'il te plaît. Au lieu, elle va se dire non, je vais rentrer. Qu'elle a vu les boubous des dames, mais c'était un boubou, de jolis boubous. Elle s'est dit que elles ont de l'argent. Pourquoi ne pas accepter? Et puis elle a accepté. Quand elle a accepté, c'est là que son esprit lui dit, mais regarde bien le visage des personnes là, non? Elle n'arrive pas à bien regarder le visage. En tout cas, elle dit que c'est de jolies femmes. Et elles sont très belles, richement vêtues, mais elles ne se sentaient pas à l'aise. Quand les dames se sont assises sur un banc là, c'est là qu'elle sent que son corps est alourdi, qu'elle est écrasée par leur présence. Quand elle voit les pieds et les mains des dames là, elle dit que c'est des ongles qui sont tellement durs. C'est comme si elles n'ont jamais coupé leurs ongles. C'est long, c'est dur et c'est sale. Mais que tout le reste sur elle est propre. Elle dit que, quoi? Comment elle va faire ça? Surtout le derrière des pieds là. Vous voyez souvent, pas seulement les filles, hein. Les pieds où c'est dur, la peau est dure, ça fait des fissures. La peau elle là, c'est pro-masse, c'est tellement dur. On peut même prendre ça comme éponge, se laver, se gratter le corps avec. Elle a dit que, est-ce qu'elle peut même faire quel travail elle peut faire sur ça? Elle dit, donc quoi est-ce que je suis? Elle s'est dit automatiquement que c'est même pas des humains ça. Elle a commencé par prier dans son cœur et elle a fait le travail. Quand elle a fait le travail, les dames là lui ont payé son argent, on lui a donné une grosse somme et puis elle s'est retournée chez elle. Elle a dit que durant tout le travail, là, que personne ne parlait. L'ambiance était lourde, personne ne parlait. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a chauffé toute la nuit, elle n'a pas dormi. Son mari était inquiet. Et c'est là qu'elle raconte ce qui s'est passé à son mari. Son mari, et elle y part voir un imam. Et le imam lui dit que non, que c'est des revenantes. Que déjà à une certaine heure, surtout dans les marchés, elles viennent faire le marché de nuit. Ou bien elles viennent, je sais pas, elles viennent faire leurs activités au fait. Que c'est pour ça à une certaine heure, normalement, les gens doivent fermer la boutique. Et ceux qui font le marché de nuit, ils ne doivent pas rester aussi longtemps. Que c'est très dangereux spirituellement. Parce que dans le marché, il y a tout et n'importe quoi. Et elle a dit que vraiment, ça l'a beaucoup traumatisée. C'est pour ça qu'on ne la voyait plus. Elle a pris du temps, au moins 2 mois, à se retrouver, à faire des prières, des lavements, tout ça là. Donc, je voulais exhorter nos jeunes sœurs, nos mamans même qui sont dans les marchés, de faire attention. C'est vrai, on ne va pas rester à la maison et mourir de faim. Mais il ne faut pas aussi qu'on y laisse notre fille. C'est ce que je voulais dire. Ok, c'est ma petite histoire. Partagez, likez, abonnez-vous. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Triste fin d'un mystérieux voleur. Cette histoire se déroule dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est l'histoire d'un jeune qui avait vendu son âme au diable pour voler. De telle sorte qu'il volait les gens en les arnaquant et en ayant la vision. Par exemple, tu passes avec une somme d'argent sur toi, il sait. Comme on dit souvent, il sentait l'odeur de l'argent. Il sait que tu as l'argent sur toi et il va tout faire pour t'envoûter ou bien venir te faire des paroles et te voler. C'était donc comme ça. Il opérait. Et il avait un point précis, c'était dans une gare routière, là-bas à l'Ouest Cameroun. C'est donc ainsi qu'un jour, voilà un grand-père qui avait travaillé toute l'année. Il avait fait son champ de cacao toute l'année. Il a donc récolté. Il est venu en ville. Il a vendu le produit
de son travail, de son dur labeur, et il a mis dans une sacoche qu'il a mis autour de ses reins. En entrant dans le cas, le monsieur voleur, le jeune voleur vient là, il se place aussi. Généralement, quand il a su que le papa avait de l'argent sur lui, il a donc ciblé. Il est aussi venu là comme s'il était un voyageur. Et il est entré dans le cas, donc il faisait des allées, des entrées, des sorties. On ne sait trop comment il a fait. Finalement, il a donc réussi à déverrouiller le truc, la sacoche du grand-père. Et il a donc soutiré la sacoche en question pour prendre tranquillement la fuite. Voilà que le grand-père qui était donc distrait, quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire pour arranger ses bagages, les provisions qu'il avait achetées pour retourner au village, quand il s'assoit, il se rend compte que sa sacoche avait disparu. C'est ainsi qu'il a dit dans le cas que la personne qui a pris mon sac me le rende. Il a dit ça 3 fois. Et il a dit, je ne vais pas répéter ma phrase une 4e fois. Donc que la personne qui a pris mon sac me le rende 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a répété la même phrase. Les mêmes paroles, quoi. Voilà donc l'heure du départ est arrivée. Quand on démarre le cas, les autres passagers demandent que, mais le père, si tu ne restes pas à chercher ton sac ou bien signaler que tu as été volé ou bien faire des déclarations quelque part dans un poste de police, comme un poste de police de la gare. Il a dit non, moi je rentre au village. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. On verra, vous-même vous allez voir la suite. Voilà donc le cas démarre donc pour partir. Pendant qu'ils sont en train de rouler, ce qui est resté se passer derrière est quoi? Le jeune voleur qui a détourné la sacoche a pris la sacoche en question pour mettre dans son sac. Donc quand il a fini de détourner la sacoche, il a mis dans un sac à dos, il avait un sac à dos de couleur noire. Il a jeté la sacoche qui était également de couleur noire dans son sac à dos. Quand maintenant, il ouvre le sac donc il s'éloigne de tout, un peu de la gare. Il n'est même pas allé très loin. Donc il a fait quelque part là, il s'est mis dans un coin. Toujours à la gare quand même, il s'est mis dans un coin, puisque personne ne pouvait le soupçonner. Il s'est donc mis dans un coin. Quand il essaye d'ouvrir le sac, il dit, c'est pas la suite qu'il avait dit, un énorme python. Il dit un énorme python dont la sacoche, vous savez, la sacoche s'est transformée en un énorme python. La sacoche que le papa avait autour des reins. Le python l'est donc enroulé. Quand le python, dès qu'il ouvre son sac noir, son sac à dos noir pour essayer de compter l'argent, vérifier ce que le montant qu'il avait volé, le sac là en question, dont toute la sacoche s'est transformée en un grand python noir. Il dit géant, costaud, un anaconda, on peut dire comme ça. Mystique, ce n'est que lui seul qui voyait ce serpent là. Le serpent l'est donc enroulé. Le serpent s'est mis à le presser. À le presser. Dans la gare routière, il a commencé à pleurer, pisser sur lui, se faire dessus, transpirer, vomir, parce que le serpent le pressait vraiment comme pour le casquer des autres, dont le serpent le pressait à un niveau dont il ne pouvait pas bouger. On le voyait seulement statique debout, avec les mains les mains vers les cuisses, donc les mains comme si c'était, voilà, comme un soldat, comme si c'était garde à vous comme un soldat, et en train de pleurer, vomir, saigner du nez, donc il avait une hémorragie nasale, en train de pleurer. Les gens, les autres voyageurs et les riverains là, qui passaient là, se demandent que mais, le monsieur c'est à quoi? Il est en train de pleurer. Quand on vient donc vers lui maintenant pour lui demander, il dit que vous ne voyez pas, il demande que vous ne voyez pas le serpent qui m'empêche de... Donc il parlait à peine. Est-ce que vous ne voyez pas le serpent qui m'empêche, qui est enroulé sur ma taille là? Vous ne voyez pas ce serpent qui est tout autour de moi? Les gens disent qu'on ne voit rien. On te voit seulement là comme si tu sortais, tu étais congélateur, comme si tu étais un mort qui était dans un cercueil mais debout. Et tu es seulement la tête qui bouge, mais tout le reste du corps est statique. Il dit qu'effectivement c'est un serpent. Il s'est entouré, les gens commencent à dire que non, ça c'est dans la foulée. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que le serpent t'enroule? On lui pose la question. Il dit donc voilà, j'ai soutiré la sacoche d'un papa dans la voiture telle qui venait de démarrer là-bas de l'autre côté. C'est comme ça qu'on part, donc certaines personnes courent, donc ils partent voir le chef d'agence, les responsables de l'agence et ils expliquent la situation. Pendant que le cas était en train de rouler pour partir dans l'endroit, on appelle le chauffeur, on lui demande de faire demi-tour parce qu'il y a une situation ici grave derrière. Le vieux a seulement commencé à rire.
Les gens se demandaient, dont les autres voyageurs se sont même fâchés, les autres voyageurs sont fâchés que, mais pourquoi on va faire demi-tour? Comme vous connaissez un peu comment certains gens sont. Vous me payez, moi je n'ai pas que ça à faire. Quand on va encore faire demi-tour là, c'est pour repartir à quelle heure? Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'agence? Le vieux a dit que je vous avais dit que l'affaire si on n'allait pas, ça allait s'arranger là. Ils ont donc compris que sûrement c'est à cause du vieux qu'on les faisait repartir. Quand on les fait donc repartir, ils arrivent donc à l'agence, ils reviennent à l'agence, ils se rendent compte qu'effectivement, c'était pour le vieux qu'on les appelait. Puisqu'on appelle le chauffeur, on a dit que dans ton cas là, il y a un vieux là. Pardon, si tu l'as même laissé en route, fais tout pour voir l'endroit que tu l'as laissé, tu cherches là-bas, tu t'es renseigné pour revenir avec lui ici. C'est le vieux là qu'on veut effectivement. Ce n'est même pas trop les autres passagers. C'est ainsi que le vieux arrive alors. Bon, comme je disais tantôt, tous les autres passagers ont pris connaissance du problème. Ils ont compris que le vieux n'était pas quelqu'un qu'on voulait. Voilà donc que le vieux va donc vers le petit, le jeune. Il le trouve effectivement là. Puisqu'il a tout le sac à dos, personne ne voit le serpent. Ce n'est que le vieux et lui qui voit le serpent. Il voit, comme le serpent est là, ça veut dire que son agent est là. Il a simplement fait le geste comme s'il reprenait sa sacoche. Il a envoyé sa main. Pendant qu'il envoie sa main dans le sac, donc ça veut dire que le serpent rentre mystiquement dans le sac. Comme il est sorti du sac, il rentre mystiquement dans le sac et il libère donc le jeune voleur. C'est donc ainsi que il a donc pris son sac, sa sacoche. Il n'a même pas ouvert. On dit, mais le père, tu ne vérifies pas que ton argent est là? Il dit, non, mon argent est là. Je n'ai pas besoin de vérifier mon argent est là. Il n'a même pas touché 5 fois là, mon argent est là. Donc, puisque le serpent est là, ça veut dire que son argent était là. Mince. Les gens étaient stupéfaits. Les gens sont calés, statués. Regardez le vieux là, que non, le vieux là, tu es fort. On vole les gens, mais toi, ton genre, si là, que personne ne s'hasarde vraiment à essayer de te voler. Le jeune, donc là. Le jeune qui avait fait sur lui, qui avait l'hémorragie, tout, c'est comme ça que la folie a commencé là. Le vieux jeune est devenu fou là. Donc quand il est quitté là, on disait qu'il délirait, bon, les gens se moquaient de lui, les gens voulaient même battre sur lui, mais on a dit, le vieux a demandé que laissez-le, il va trouver sa mort ailleurs. Comme ça, qu'en sortant de la gare, le jeune là est devenu fou. Donc jusqu'aujourd'hui que vous parlez là, le jeune là est fou. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu au Cameroun depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la grande chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain, ça ne va plus les deux mondes parallèles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.